Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne et parfaite santé. La séance d'aujourd'hui porte sur le soutien et la consolidation de l'unité notion de l'information génétique. Donc cette séance est composée de deux parties. Une partie réservée à une restitution des connaissances et une autre partie pour le raisonnement scientifique et communication graphique et écrite. On commence par la première partie qui est une restitution des connaissances. Donc le premier type de question, c'est définir les notions suivantes. Qu'est-ce que c'est qu'un allèle? Donc comme vous avez vu au chapitre précédent, un allèle est une séquence nucléotidique qui représente l'une des formes que peut avoir un gène. Deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une mutation? Donc lorsqu'on parle de mutation, c'est un changement au niveau de l'information génétique. Donc une mutation est une modification aléatoire de la séquence de la molécule d'ADN qui peut toucher un ou plusieurs nucléotides. Donc, deuxième type de question, les caractéristiques des chromosomes, à savoir la forme et la disposition, changent selon les phases de la mitose. Donc la question c'est citer deux de ces caractéristiques pour chacune des deux phases suivantes. Donc la première phase c'est la prophase. On sait que la prophase se caractérise par un ensemble de caractéristiques qui sont la disparition du nucléole, la transformation de la chromatine en chromosome double, la dispersion des chromosomes au niveau de la cellule, l'apparition du fuseau achromatique, le gonflement du noyau. Donc on peut citer deux parmi ces caractéristiques. Donc, comme exemple, au cours de la prophase, nous avons un gonflement du noyau, nous avons la disparition de la membrane nucléaire et disparition du nucléole. Et on peut citer les autres qu'on a déjà cités. Pour l'anaphase, donc l'anaphase de la mitose, c'est une étape qui se caractérise par la scission des centromères et la transformation des chromosomes bichromatidiens en chromosomes monochromatidiens, c'est-à-dire des chromosomes, le passage des chromosomes doubles en chromosomes qui sont simples. Donc les deux caractéristiques, au cours de l'anaphase de la mitose, nous avons des chromosomes d'une seule chromatide et nous avons aussi le clivage du centromère et séparation des chromatides. Donc le troisième type de question, les figures ci-dessous présentent trois étapes d'un phénomène biologique en relation avec l'expression de l'information génétique. Donc lorsqu'on parle de l'expression de l'information génétique, on parle de deux phénomènes qui sont la transcription de l'information génétique et la traduction de cette information. La transcription, c'est le passage de l'ADN à l'ARN. La traduction, c'est le passage de l'ARN à la protéine. Donc nous avons ici une des deux phénomènes qui composent l'expression. La question, donnez le nom du phénomène représenté par les trois étapes et le nom de chacune des étapes 1, 2 et 3. Donc ici, puisque nous avons l'ARN et les ribosomes, donc cette étape forme ce qu'on appelle la traduction. C'est le passage de l'information qui est présente dans l'ARN en une protéine qui se forme d'un ensemble d'acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Donc le phénomène, c'est la traduction. Cette traduction est composée de trois étapes qui sont, la première, c'est l'initiation, c'est lorsque le ribosome s'attache à l'ARN messager et il va commencer la lecture. La deuxième, c'est l'élongation, lorsque le ribosome se déplace le long de l'ARN messager. Et la dernière étape, c'est la terminaison. C'est lorsque le ribosome arrive à un codon stop, c'est-à-dire un codon non-sens, qui
qui ne correspond à aucun acide aminé. Dans ce cas, le ribosome et les deux sous-unités de ribosome se détachent de l'ARN messager et libération de la chaîne polypeptidique. Bien, passons maintenant au quatrième type de question. Pour chacune des propositions de 1 à 4, cochez la seule suggestion correcte. Donc nous avons ici des suggestions et chaque proposition a 4 suggestions. Pour la première proposition, un cycle cellulaire donc, est l'ensemble des chromosomes de la cellule. Est-ce que le cycle, c'est l'interphase plus une mitose ou c'est le nombre total des chromosomes de la cellule qui sont classés du plus grand au plus petit ou le nombre total des chromosomes de la cellule non classés? Lorsqu'on parle du cycle, donc un cycle, c'est l'ensemble d'une interphase plus les 4 étapes de la mitose. Et par la suite, le A, c'est faux car le cycle, ce n'est pas l'ensemble des chromosomes, donc c'est faux. Le C aussi, le nombre total des chromosomes de la cellule classée du plus grand au plus petit, donc c'est le karyotype et non pas un cycle cellulaire, donc c'est faux. Le D, c'est le nombre total des chromosomes de la cellule qui sont non classés, donc c'est la garniture chromosomique. C'est faux, donc la réponse juste, c'est le petit b. Pour la proposition numéro 2, durant la métaphase, chaque chromosome est formé. Est-ce qu'il est formé d'une seule chromatide constituée de 2 brins d'ADN, de 2 chromatides constituées chacun d'un brin d'ADN, de 2 chromatides constituées chacun de 2 brins d'ADN, ou 2 chromatides, l'une par un seul brin, l'autre par 2 brins. Lorsqu'on parle de chromosome métaphasique, donc c'est un chromosome qui est double. Il est composé de 2 chromatides. Et chaque chromatide est composée d'une seule molécule d'ADN. Et chaque molécule d'ADN est formée de 2 brins d'ADN. Et par la suite, le A, c'est faux, le B, c'est faux aussi, le D, c'est faux, et la bonne réponse, c'est C. Ça veut dire que le chromosome métaphasique est composé de 2 chromatides constituées chaque chromatide par 2 brins d'ADN. Bien, donc troisième question, les chromosomes de la cellule. Est-ce qu'ils sont toujours formés de 2 chromatides, sont toujours formés d'une seule chromatide, sont visibles en permanence au microscope, sont des structures permanentes? Donc les structures ne sont pas toujours formées par 2 chromatides. Car on peut trouver des chromosomes simples qui sont formés d'une seule chromatide. Et ils ne sont pas toujours formés d'une seule chromatide. On peut trouver des chromosomes bichromatidiens pendant la division. Et par la suite, le A, c'est faux, le B, c'est faux. Donc, les chromosomes ne sont pas visibles, car ils sont visibles seulement en période de division. En prophase, métaphase, anaphase, mais en télophase, ils disparaissent suite à une perte ou suite à une décondensation. Donc c'est faux et D c'est la bonne réponse car les chromosomes sont présents en permanence, mais leur apparition qui change d'un état à un autre ou d'une étape à une autre. Quatrièmement, au cours de la réplication de l'ADN. Donc lorsqu'on parle de réplication ADN, c'est la duplication de l'ADN. La réplication c'est le mécanisme, duplication c'est le résultat. Est-ce qu'au cours de la réplication, la double hélice parentale reste intacte et une deuxième copie entièrement nouvelle est synthétisée? Est-ce que chaque brin des 2 molécules d'ADN formées contient des fragments anciens et des fragments nouvellement synthétisés? Est-ce que les 2 brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire? Ou la double hélice parentale ne sert pas à la synthèse des 2 nouvelles copies d'ADN? Donc pour le A, c'est faux car la double hélice est formée de 2 brins qui se séparent. Donc le A, c'est faux. Le B aussi, c'est faux. Donc la duplication n'est pas selon un modèle dispersif et le D c'est faux aussi, donc la bonne réponse c'est C. Passons maintenant à la deuxième partie qui est le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc on commence par la première situation, premier exercice.
Pour étudier certains aspects de la transmission et d'expression de l'information génétique, on propose les données suivantes. Au cours de chaque cycle cellulaire, la cellule subit un ensemble de phénomènes biologiques qui interviennent dans le maintien de l'information génétique lors de sa transmission d'une cellule à une autre. Et pour mettre en évidence un de ces phénomènes ainsi que son importance, on propose l'expérience présentée par le document 1. Donc nous avons un document qui montre une expérience qui consiste au transfert d'une plantule de fèves d'un milieu normal à un milieu radioactif pendant un cycle cellulaire. Donc le résultat de l'observation des chromosomes métaphasiques des cellules de la racine sont le suivant. Après un cycle, on obtient des chromosomes bichromatidiens qui présentent la radioactivité dans les deux chromatides. Et lorsqu'on fait un transfert de cette plantule, c'est-à-dire la plantule qui a déjà passé un cycle cellulaire dans un milieu qui est radioactif. Donc, lorsqu'on fait un transfert de cette plantule à un milieu non radioactif pendant un cycle cellulaire, donc on obtient l'aspect des chromosomes suivants, c'est-à-dire l'observation des chromosomes métaphasiques des cellules de la racine présente l'aspect suivant. On trouve des chromosomes bichromatidiens, mais la radioactivité est présente sur une seule chromatide. L'autre chromatide est non radioactive. Donc la question est la suivante. Une remarque, c'est que la thymidine T, c'est une base azotée, est utilisée dans la synthèse de l'ADN. La question, c'est expliquer les résultats de l'expérience du document 1 en justifiant votre réponse à l'aide d'un schéma adéquat du phénomène biologique mis en évidence. Donc, le phénomène biologique mis en évidence, c'est la duplication de l'ADN qui conduit à la duplication des chromosomes. Donc, la question est demandée est composée de deux parties. On doit expliquer les résultats et on justifie cette explication par des schémas. Donc, pour le premier cycle, donc lorsqu'on transfère, on met une plantule de fèves dans un milieu radioactif pendant un cycle. Donc, la plante de fèves est transférée d'un milieu normal. Ça veut dire que l'ADN initial ou le chromosome initial est non radioactif. Et son aspect après un cycle dans un milieu radioactif est un chromosome totalement radioactif. Donc, pendant le premier cycle, le transfert d'une plantule de fèves d'un milieu normal à un milieu riche en thymidine radioactive conduit à l'insertion de la thymidine dans l'ADN au cours de sa réplication, ce qui conduit à l'obtention de molécules d'ADN ayant un brin radioactif. Donc, les deux chromatides des chromosomes métaphasiques sont radioactifs. Donc, le schéma demandé, c'est que nous avons ici une molécule mère d'ADN non radioactive. Donc, elle est composée de deux brins matérialisés par la couleur noire non radioactive. Et cette molécule de l'ADN, si on met cet ADN dans un milieu radioactif, donc les deux brins vont se séparer. Donc, les deux brins non radioactifs se séparent et le nouveau brin formé, puisque le milieu est radioactif, donc le nouveau brin formé est radioactif. Et par la suite, on obtient deux chromatides qui sont les deux portent la radioactivité. Donc, ce sont deux molécules phi radioactives. Chaque molécule forme une chromatide. Et par la suite, cette chromatide apparaît radioactive car les deux brins qui composent cette chromatide, un brin des deux brins est radioactif, l'autre est non radioactif. Et par la suite, la radioactivité apparaît sur le chromosome. Pour le deuxième cycle,
Donc, transfert de la plantule de fèves précédente, c'est-à-dire qui possède des chromosomes bichromatidiens, mais avec les deux chromatides radioactives, mais chaque chromatide est composé d'un seul brin radioactif, l'autre est non radioactif. Donc, le transfert de la plantule de fèves précédente dans un milieu normal, non radioactif, conduit à l'insertion de la thymidine non radioactive dans l'ADN au cours de sa réplication, donc l'obtention de deux types de molécules d'ADN. L'une dans un brin est radioactive, l'autre avec les deux brins non radioactifs, donc l'un des deux chromatides est, de chaque chromosome métaphasique est radioactive. Donc nous avons ici la molécule mère de l'ADN, donc pour le deuxième cycle, il comprend un brin radioactif, un autre non radioactif. Pendant la duplication du deuxième cycle, il y a séparation des deux brins. Donc le brin non radioactif se sépare du brin radioactif, et puisque le milieu est non radioactif, donc on aura formation de deux brins non radioactifs, ce qui donne un chromosome qui est composé de deux chromatides. Une chromatide non radioactive qui est composée de cet ADN, les deux brins non radioactifs, et une autre chromatide qui est radioactive qui se caractérise par la présence d'un seul brin. Bien, le xéroderma pigmentosum de type B est une maladie génétique rare caractérisée par une hypersensibilité aux rayons UV et provoque des lésions au niveau de la peau et des yeux qui peuvent évoluer en cancer. C'est pour cela pourquoi les gens atteints de cette maladie prennent des vêtements un petit peu spéciaux qui les protègent contre les UV. Donc, cette maladie est la conséquence de la perte des cellules, de leur capacité à réparer les erreurs au niveau de l'ADN. Donc, les UV provoquent des modifications de la structure de l'ADN en formant des liaisons covalentes entre les thymines successives du même brin de l'ADN. À l'état normal, cette aberration est corrigée par l'intervention d'une enzyme appelée ERCC3 avant la duplication de l'ADN. Le document 2 nous résume ce mode. Donc, une fois les liaisons covalentes se forment, l'enzyme vient se fixer sur cette liaison et enlève cette liaison, ce qui donne la réparation de l'ADN. Donc, le document 3 présente la séquence nucléosique d'une partie du gène codant pour l'enzyme ERCC3 chez un individu sain et un autre individu atteint de XPB. Le tableau du document 4 nous donne l'extrait du code génétique. Donc, nous avons ici brin transcrit, bien non transcrit, l'individu sain et l'individu malade. Et nous avons le code génétique. Donc, la question, en utilisant les données du document 2, 3 et 4, déterminer la séquence des acides aminés correspondante à chaque partie du gène de la synthèse de la protéine ERCC3 chez les deux individus étudiés. Donc, on commence par la séquence des acides aminés. Nous avons ici, chez l'individu sain, nous avons l'ADN de l'individu sain et la transcription de cet ARN et la correspondance en acides aminés. Chez l'individu atteint de XPB, nous avons l'ADN transcrit et l'ARN et nous avons ici la protéine. Bien. Deuxième question. Expliquer l'origine génétique de cette maladie et montrer la relation gène-protéine-caractère. Lorsqu'on parle de l'origine, donc, on doit trouver l'origine dans l'ADN. Dans l'état normal, on sait que lorsque il y a formation d'une liaison covalente, donc l'enzyme qui est le ERCC3 vient se fixer sur cette liaison, donc il reconnaît l'erreur, il va la corriger et il va être libéré, puis l'ADN est rétabli. Pour le cas normal et le cas anormal. Donc, si on compare le cas normal et anormal, on s'aperçoit que la différence, c'est qu'il y a l'enlèvement du nucléotide G, c'est-à-dire élimination ou délétion du deuxième nucléotide G du triplet 66. Une fois il y a délétion, donc on aura formation d'une ERCC3 qui est anormale. Donc, nous avons la cause ou l'origine, c'est une mutation par délétion du nucléotide G au niveau du triplet 67, c'est le deuxième, du brin transcrit de l'ADN. On peut dire aussi délétion du nucléotide C au niveau du brin non transcrit de l'ADN. Cette mutation conduit à la synthèse d'une protéine ERCC3 inefficace. Donc, cette ERCC3, elle est incapable de repérer et réparer cette erreur au niveau de l'ADN, ce qui conduit à l'apparition de la maladie XPB. Donc, la relation, c'est qu'un changement au niveau du gène
produit un changement au niveau de la protéine qui est ERCC3 et par la suite l'apparition de la maladie qui est le caractère, le XPB. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. La neurofibromatose de type 1 est une maladie héréditaire. Donc, parmi les symptômes de cette maladie, l'apparition des taches légèrement pigmentées au niveau de la peau avec possibilité de formation de certaines tumeurs bénignes, comme vous voyez ici dans cette image chez cette personne. Des neurofibromes et des malformations du squelette. Pour déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Donc, la neurofibromatose de type 1 est associée à une protéine qui porte le nom de neurofibromine qu'on symbolise avec NF1. Cette protéine contrôle l'activité d'une autre protéine nommée RAS qui intervient dans la régulation de la division et la multiplication cellulaire. Donc la protéine NF1 se trouve sous deux formes, une normale et l'autre anormale. Les deux figures A et B du document 1 représentent la relation entre les protéines NF1, l'activité de la protéine RAS et la nature de la division cellulaire chez une personne saine, donc la figure A, et chez la personne atteinte, la figure B. Donc la question c'est, en exploitant le document 1, comparer l'effet de NF1, donc voilà le NF1, sur la protéine RAS chez la personne saine et chez la personne malade, puis montrer la relation protéine-caractère. Donc la comparaison, nous avons ici NF1 normal, donc il va activer la RASA pour la transformer en RASI. Et pour le cas de la maladie, nous avons ici l'inactivation de NF1. Une fois NF1 est activé, qui est normal, il conduit à une division cellulaire qui est normale, ce qui donne une personne normale, saine, de phénotype normal. Et lorsque le NF1 est anormal, ceci conduit à une division cellulaire qui est anarchique. Et par la suite, une personne qui est atteinte de la neurofibromatose. Et par la suite, on peut déduire la relation suivante. Un phénotype moléculaire, donc la nature de la protéine, la neurofibromine 1 de NF1. Donc sa nature, c'est elle qui conditionne le phénotype cellulaire. C'est elle qui donne la nature de la division cellulaire. Est-ce que c'est normal ou anarchique? Et par la suite, on a le phénotype macroscopique, c'est-à-dire l'apparition de l'état normal ou la neurofibromatose de type 1. Donc, nous avons le premier niveau, c'est le phénotype moléculaire. C'est lui qui définit le phénotype cellulaire. Et ce phénotype cellulaire, c'est lui qui définit le phénotype macroscopique. D'une autre manière, le phénotype macroscopique dépend du phénotype cellulaire et ce dernier dépend du phénotype moléculaire. Donc la réponse est la suivante. En ce qui concerne la comparaison, chez la personne saine, la NF1 normale active la transformation de RASA en RASI, alors que chez la personne malade, la NF1 anormale ne permet pas cette transformation. Donc, chez la personne saine, on a une multiplication cellulaire qui est normale et donc un phénotype qui est normal. Alors que chez la personne atteinte, on a une multiplication anarchique, d'où l'apparition des symptômes de la maladie. Et par la suite, la relation protéine-caractère. Le changement de la protéine NF1 qui est anormal, conduit au changement du phénotype. C'est-à-dire, il va changer la division cellulaire qui devient anarchique. Et par la suite, nous avons l'apparition de la neurofibromatose de type 1. Donc, l'existence de la relation protéine-caractère. Donc la synthèse de la protéine NF1 est contrôlée par un gène appelé NF1 qui existe sous deux formes alléliques. Le document 2 présente un fragment de l'allèle normal, qui est le brin transcrit, chez un sujet sain et un fragment de l'allèle anormal, qui est un brin transcrit, chez un sujet atteint de la neurofibromatose de type 1. Document 3, il nous présente un extrait du code génétique. Donc nous avons ici les allèles et le code génétique. Donc la question c'est, en vous basant sur le document 2 et 3, donnez les séquences d'ARN messager et des acides aminés correspondantes à l'allèle normal et
à l'allèle anormal, puis expliquer l'origine génétique de la neurofibromatose de type 1. Donc, notre réponse est composée de deux parties. On doit donner les protéines des deux allèles et on doit expliquer l'origine génétique. Pour la première partie, pour l'allèle normal, donc nous avons ici l'allèle normal, donc la transcription de l'ARN et la séquence des acides aminés, dans le cas normal. Pour l'allèle anormal, donc nous avons ici l'allèle anormal qui va nous donner un ARN anormal et une séquence des acides aminés qui est anormale dans ce cas. Donc pour la cause, on doit faire une correspondance. Donc comme vous voyez ici, on a la même séquence, mais au niveau du troisième nucléotide, du triplet 6533, nous avons un changement. Donc si on cherche la correspondance, on s'aperçoit que la cause, c'est l'enlèvement et la délétion du troisième nucléotide A du triplet 6533. Et par la suite, l'origine génétique de cette maladie, c'est une mutation par délétion du troisième nucléotide A du triplet 6533, ce qui conduit à un changement de la séquence nucléotidique, et par la suite la synthèse d'une protéine neurofibromatose 1 qui est anormale, d'où la non-transformation de RSA en RSI et l'activation continue de la protéine RSA, donc multiplication cellulaire anarchique, et finalement les symptômes de la neurofibromatose de type 1. Notre séance touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.